Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ces actions qui se font malmener en bourse. Pernod Ricard, Rémy Cointreau, Nexity, Ruby ou encore Téléperformance, on rame et c'est des actions qui n'arrêtent pas de chuter en bourse. Je vous le rappelle, je suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre dans mes vidéos, c'est mon petit parcours d'investisseur particulier. Pernod Ricard, je vais vous la faire assez rapidement parce que je vous en parle quand même très régulièrement. J'avais placé un ordre à 147,5 € à peu près qui est passé. J'ai un petit peu craqué, je voulais attendre de voir si on allait plus bas. Et effectivement, si on devait continuer à descendre, je continuerais de lisser mon achat à la baisse. Actuellement, j'ai un PRU qui est inférieur à 160 €. Et si on devait aller par exemple aux 132,5 €, je rechargerais. Actuellement, je commence à avoir une grosse position sur Pernod Ricard qui prend une importance assez importante par rapport à mon portefeuille PEA. Je vous mets la répartition juste ici, j'avais fait une vidéo, donc je vous mets la vidéo juste là si vous voulez aller checker. Actuellement, la proportion de Pernod Ricard par rapport à tout mon portefeuille, elle a augmenté parce que j'ai quand même pas mal rechargé. Et je pense que si je devais recharger encore une fois, ce serait l'une des dernières. Pernod Ricard, pour moi, c'est un dossier qui est très solide. Actuellement, on est en train de vivre une correction, peut-être même l'une des plus grosses corrections que l'action ait connue finalement. Mais c'est une action solide qui, en termes de profitabilité, est largement au-dessus de son secteur d'activité, que ce soit en termes de ROE ou en termes de marge. Donc, on est sur une note qui est excellente en termes de profitabilité. En termes de santé financière, c'est moyen, mais on est quand même sur quelque chose qui est viable, qui est solide, donc une entreprise rentable et qui a les moyens de sa croissance, qui a les moyens de financer sa croissance. Pernod Ricard, c'est une entreprise qui fait aussi pas mal de croissance externe en rachetant par exemple des marques, et elle rachète généralement des marques qui ont des marges qui correspondent à son secteur d'activité, à sa gamme. On sait que Pernod Ricard, ils essayent de monter un petit peu en gamme. Et donc pour moi, c'est des choses qui sont très positives. Donc je suis assez confiant à l'avenir sur le sujet. Alors effectivement, avec la Chine, les investisseurs ont peur. Donc les investisseurs sanctionnent le dossier. Mais à long terme, je pense qu'on est sur une sanction qui est exagérée par rapport à la qualité du business. Et comme vous le voyez, on est extrêmement sous-évalué en ce moment. Donc pour moi, ce sont des bons points d'entrée. Ensuite, Rémy Cointreau, personnellement, moi, c'est pas une action que je possède en portefeuille parce que je lui préfère Pernod Ricard. On n'est évidemment pas exactement sur le même secteur d'activité. Rémy Cointreau, on est sur du luxe, même voire de l'extra luxe. Mais on a à peu près la même config en termes d'analyse technique. On est actuellement en train de se frotter à un support. Pourquoi pas une zone d'achat. Je connais moins bien l'action Rémy Cointreau. J'avais fait une action d'ailleurs pour comparer Rémy Cointreau et Pernod Ricard. Je vous la mets aussi juste ici, si ça vous intéresse. On va aller voir quand même un petit peu ce qui se passe. Effectivement, on est sous-évalué. C'est un peu la même config que Pernod Ricard quand même. Je vais me remonter juste là, pardon. C'est un peu la même config quand même que Pernod Ricard. En revanche, je trouve qu'en termes de business, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus spécifique et beaucoup moins diversifié que Pernod Ricard, qui pour moi correspond quasiment à un ETF de tout ce qui va être liqueur, alcool, etc. Alors je veux pas dire que c'est pas une entreprise qui est intéressante, mais moi personnellement, dans ma stratégie d'investissement, je lui ai préféré Pernod Ricard. Après, vous voyez que c'est une entreprise de qualité, même extrême qualité. On est sur du 9 sur 10 en profitabilité. Les marges sont exceptionnel. En termes de ROE, ça va, c'est plutôt pas mal, donc c'est une entreprise qui est rentable, il n'y a pas de souci. Une entreprise familiale aussi, donc quelque chose qui est assez intéressant en termes aussi d'actionnariat, avec un management qui va être aligné avec les investisseurs, donc ça c'est plutôt une bonne chose. En termes de santé financière, moi je la note un petit peu moins bien que du Focus. Je trouve qu'on est plus proche de la santé financière de Pernod Ricard. Pour moi ça lui vaut pas un 7 sur 10. En termes de cash to debt, c'est correct. Voilà, il y a rien de rédhibitoire. Ensuite, vous voyez qu'on a quand même un revenu qui est croissant. Attention, tout de même, on a une dette qui augmente et un cash qui diminue. Donc, il va falloir analyser tout ça en période de crise. Là, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est les entreprises qui arrivent à faire du cash qui s'en sortent le mieux. Donc, à surveiller.
Et voilà, moi, ce qui m'a fait plutôt choisir Pernod Ricard, c'est effectivement tout ce qui va être business. Et Pernod Ricard est beaucoup mieux diversifié. Rémy Cointreau, c'est une entreprise qui est très spécifique, très axée cognac, très dépendante aussi, par exemple, des États-Unis. Donc, je lui ai préféré Pernod Ricard. Pour moi, c'est des actions qui pourraient encore baisser, mais je trouve qu'on est quand même sur des points super intéressants. Vous voyez, Rémy Cointreau, si on analyse ça au spectre de Gurufocus avec la GF Value, on est quand même sur des zones qui sont extrêmement intéressantes. Donc, personnellement, je continue de recharger, notamment sur Pernod Ricard. Rémy Cointreau, c'est quand même un business qui est intéressant. Vous voyez qu'on n'a quand même aucun warning, hein. Donc c'est quand même un business qui est intéressant. Je vous avoue que j'ai hésité à ouvrir une ligne dessus. Mais bon, je suis déjà positionné sur Pernod Ricard, donc je vais rester comme ça. Nexity, un rendement de 7,5%, c'est intéressant, hein. On a envie d'investir, on se dit, quand même, un rendement à cette hauteur-là, c'est quand même pas mal. Vous voyez quand même que on est sur une action qui a beaucoup stagné, qui savait pas trop où aller. On a pris de plein fouet la crise de 2008. Et là, actuellement, on a une grosse période baissière. Et là, on aurait potentiellement un petit rebond pour Nexity. Personnellement, j'ai pas d'action dans l'immobilier sur mon PEA. J'en ai sur mon CTO, mais j'en ai pas sur mon PEA. On va essayer un petit peu d'analyser les fondamentaux de Nexity. Je vous avoue que je la connais pas très bien, mais on va aller voir ça. Donc Nexity, c'est une grosse société dans l'immobilier. Ça couvre l'ensemble des métiers qui sont liés à l'immobilier, que ce soit des services, que ce soit de la promotion, etc. C'est une action qui est majoritairement orientée en France, 95,5%. Donc en termes de diversification géographique, on sait que ça va se passer en France. Et justement, avec ce qui se passe avec les taux d'intérêt, etc., c'est une action qui a été sanctionnée. Mais je pense que c'est pas seulement lié à l'augmentation des taux d'intérêt et au ralentissement de l'activité immobilière. On a des marges qui sont légèrement en baisse. Ça découle évidemment de tout ce qu'on vient de dire, notamment les taux d'intérêt. En termes de situation bilancielle, c'est surtout ça qui va m'intéresser. On a un leverage qui a augmenté et qui se rapproche des 3. Donc pour moi, on est dans une situation qui peut être dangereuse en termes de remboursement de la dette. Donc il va falloir faire attention. Et une entreprise qui a perdu de l'argent en 2020, en 2021, on voit qu'en 2022, on commence à reprendre une activité. À voir pour les chiffres de 2023. Normalement, ils sont à peu près corrects, mais on voit quand même qu'on remonte globalement. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que l'action commence à légèrement rebondir. Si on compare la trésorerie par rapport à la dette, on voit qu'on est en baisse. Ça, c'est pas une bonne chose, surtout dans une situation de crise comme on est en train de vivre actuellement, où on parle de potentielle récession, etc. Donc c'est une entreprise qui, forcément, se fait sanctionner par le marché. Après, on va aller voir sur Gurufocus si elle est sous-évaluée ou pas forcément. En tout cas, en termes de fondamentaux, c'est très, 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 très moyen pour moi, voire même, c'est un carton rouge. Quand on voit la GF Value, effectivement, on paraît sous-évalué. Mais vous voyez quand même qu'on a un avertissement. Il faut penser à 2 fois avant d'investir sur cette action. Donc, on va y penser à 2 fois. Vous voyez qu'en termes de profitabilité, c'est plutôt correct. Par rapport à l'industrie, on est moyen. Donc, c'est moyen, qu'on va rester sur du moyen. En termes de santé financière, en revanche, on est moins bien noté. Et moi, je trouve même qu'un 4 sur 10, c'est sympa par rapport à la situation financière de l'entreprise. Forcément, on a un revenu qui stagne, voire qui diminue avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc, on est quand même sur une belle sanction. En termes de cash to debt, attention, on est stable depuis 2022, mais on voit quand même qu'on est sur une phase plutôt croissante et ça, c'est pas forcément bon. Évidemment, on est sur 4 severe warnings. C'est pour ça qu'on a ce petit message juste ici qui nous dit que, attention, il faut quand même regarder à 2 fois avant d'investir. On est sur effectivement un malus pour la dette à long terme. On est aussi sur un malus parce que actuellement, le prix de l'action augmente plus rapidement que ce qu'augmentent les revenus. Donc attention, les marges forcément qui diminuent
etc., etc. Donc on est quand même sur des warnings qui sont assez sévères, assez importants. Évidemment, il y en a qui vont vouloir spéculer et ça va peut-être fonctionner, hein. C'est possible que l'action se porte mieux, que la conjoncture économique soit favorable et qu'on retourne sur une valorisation à peu près normale. Et ben, à ce compte-là, félicitations à ceux qui auront investi. Personnellement, je trouve qu'on est sur des critères qui sont assez risqués. Et moi, je n'aime pas investir sur ce genre d'action. Donc, je ne vais pas le faire. Mais, pourquoi pas, hein. Je dis pas que ça va pas remonter. Je dis que pour moi, les conditions sont pas réunies. Ruby. On est sur un rendement de 8,4%. Encore une fois, il y en a beaucoup qui diront que c'est un piège au rendement, qu'il ne faut pas investir dessus. Évidemment, ça va peut-être vous surprendre, vous le savez, je suis positionné sur Ruby. Spéculation pour ma part. Je trouve que la situation est meilleure que celle de Nexity, on va aller voir ça après. Et je pense que l'activité peut aussi très bien reprendre. Donc effectivement, je spécule sur Ruby. Actuellement, je suis en positif, je suis aux alentours des 22 euros. On pourrait très bien redescendre à 19,8, voire à 18,3. Il y a des zones intéressantes par là aussi. Donc je serais amené à recharger si on devait atteindre ces zones. On va aller voir un petit peu tout ce qui se passe en termes de fondamentaux. Pour Ruby, on va être sur tout ce qui est lié à l'énergie, en passant de la production au service, hein, et à l'acheminement de l'énergie. On voit qu'on a différents secteurs, mais globalement, on est sur de la distribution d'énergie, qu'elle soit liquide ou électrique. Alors attention, on parle de production d'énergie renouvelable, d'électricité notamment, mais on n'est qu'à 0,5% du chiffre d'affaires. Le but de l'entreprise, c'est d'augmenter cette part, mais pour l'instant, ça reste minime. On est sur des marges qui sont en baisse. Ça, c'est pas bon signe. On aura certainement un sévère warning sur Guru Focus. Par contre, en termes de situation bilancielle, on n'est pas trop mal. On est sur un leverage de 2. Faudrait pas qu'on aille beaucoup plus haut. On voit qu'on a un EBITDA qui augmente légèrement. Attention cependant à la trésorerie par rapport à la dette qui est en baisse. En termes de GF Value, forcément, comme vous le voyez, on est extrêmement sous-évalué, hein. En termes de profitabilité, on est sur du 7 sur 10. On n'a pas d'avantage concurrentiel, on est plutôt correct par rapport au secteur d'activité, voire moyen. Ensuite, en termes de santé financière, on est un petit peu mieux quand même, on est sur du 6 sur 10. Historiquement, effectivement, par rapport à ce qu'on a pu connaître, on est dans le rouge, c'est-à-dire qu'on est moins bien positionné que ce qu'on a connu historiquement, et par rapport au reste de l'industrie, on est légèrement au-dessus. Donc pour moi, ça reste correct. Globalement, on a des revenus qui sont en croissance, et effectivement, il faudra faire attention au rapport cash to debt. Vous voyez qu'on a une dette qui a quand même bien augmenté, avec un cash qui a légèrement diminué. Comme pour Nexity, on a un warning sur le fait que l'action actuellement, le prix de l'action, la valeur de l'action augmente plus rapidement que ses revenus. C'est quand même à relativiser dans le sens où on avait beaucoup baissé et qu'actuellement on est en train de vivre un rebond. Ensuite, évidemment, on a les marges qui diminuent. Et vous voyez que là, on est sur un message qui est différent pour Nexity. On a évidemment Possible Value Trap. Donc c'est ce qu'on avait sur Nexity. Alors que là, on est plutôt sur une entreprise qui est largement sous-évalué. Donc pour moi, c'est de la spéculation. Je vous conseille pas de le faire. De toute façon, je vous conseille rien du tout. Faites vos propres recherches. Mais personnellement, j'ai choisi de spéculer sur cette action. Je suis très légèrement positif actuellement. Ça pourrait redescendre, voire même plus bas. Mais je pense qu'à long terme, c'est quand même une entreprise qui a de l'avenir. Il faudra surveiller le dividende, évidemment, parce qu'on est sur des rendements élevés qui vont être durs à tenir, surtout au vu de la situation en termes de dette, en termes de cash to debt de l'entreprise. C'est une entreprise qui a aussi été impactée par la situation en Afrique, notamment. On verra ce que l'avenir nous dira. C'est pas une grosse position dans mon portefeuille. Et je vous le redis encore une fois, c'est de la spéculation. Ça ne correspond pas à ma stratégie globale d'investissement. Bon, vous allez finir par penser que je suis un pur spéculateur. Je possède aussi du téléperformance. Actuellement, je suis à peu près à l'équilibre, voire un petit peu au-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir sur Téléperformance alors que vous le voyez, on se fait littéralement malmener en bourse?
Attention, c'est des actions sur lesquelles on est toujours sur des tendances baissières et sur lesquelles il va falloir casser certaines résistances avant de retrouver une tendance haussière. Téléperformance, on est sur le leader mondial des prestations de services et des prestations qui sont liées au conseil aux entreprises et notamment ils sont spécialistes de tout ce qui va être relations clients. Pour moi, vous savez, j'enseigne aussi dans le marketing, la relation client c'est quelque chose qui est primordial dans la vente. Donc, ça répond, les services que propose Téléperformance répondent à des besoins des entreprises. On a des marges qui sont en légère augmentation avec un chiffre d'affaires qui lui aussi est en augmentation. Vous verrez qu'on est quand même sur des données qui sont beaucoup plus positives que par exemple Nexity, Ruby, etc. C'est aussi pour ça que j'ai une plus grosse position sur Téléperformance parce que c'est une entreprise sur laquelle je crois beaucoup plus par exemple qu'à Ruby, même si à Ruby, j'ai quand même quelques convictions. On a une situation bilancielle qui est correcte, globalement, avec un leverage qui est assez bas, donc il n'y a pas de souci, c'est une entreprise qui rembourse ses dettes, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Si on regarde maintenant le free cash flow, on voit globalement qu'il est en augmentation. Idem pour le ROE, le Return on Equity, qui passe de 15% en 2018 à aujourd'hui quasiment 25%. Vous voyez aussi qu'on est globalement extrêmement sous-évalué, mais on a aussi une notation qui est très très bonne, un 6 sur 10 en termes de santé financière, comme pour Ruby, c'est correct, voilà, on ne peut pas dire beaucoup plus, c'est une entreprise qui tient la route. En termes de profitabilité, en revanche, on a des très bonnes choses, notamment par rapport au secteur d'activité, on est largement au-dessus en termes de ROE, en termes de marge, et ça c'est une excellente chose. On voit bien qu'on est sur le leader dans le secteur d'activité. On a une très belle courbe du revenu, on l'a vu tout à l'heure avec le chiffre d'affaires, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Et on voit qu'en termes de cash to debt, on a augmenté, mais actuellement on est en train de stagner. On espère, en tout cas c'est le but de l'entreprise, qu'elle essaye de réduire cet écart entre le cash to debt. Pour Téléperformance, on n'a pas de severe warning, on a un medium warning, on peut aller voir si vous voulez, on a 4 good signs. En soi, rien d'inquiétant. Effectivement, en termes de finance, on est sur du 6 sur 10, on n'est pas sur du 8 ou du 9. Vous voyez qu'on a quand même 4 gros good signs en termes de dividendes, en termes de revenus et en termes de marge, donc c'est plutôt une très bonne chose. Effectivement, on est moyen en termes de finances, on est quand même sur du 6 sur 10, mais il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Pour moi, sur Téléperformance, on est vraiment sur de l'acharnement. Effectivement, il y a tout ce qui s'est passé avec l'IA, l'intelligence artificielle. Téléperformance s'est pas lancée dans le truc, elle va le faire, elle le fait petit à petit. Mais pour moi, on est quand même vraiment sur une baisse qui est exagérée. Je pense que le marché, dans la folie de l'intelligence artificielle, a beaucoup trop sanctionné l'entreprise. Pour moi, il n'y a pas photo. Donc voilà pourquoi aussi j'ai une position un petit peu plus importante que sur Ruby par exemple.